plateau maintenant tout de suite pour parler de cette, ou de ces d'ailleurs, formes de réalité mixte avec Valentin Loger qui est ingénieur VR et AR pour Immersion et avec Florent Pellissier qui est Product Marketing Manager de réalité mixte pour Microsoft France. Tout ça étant dit, messieurs, est-ce qu'on peut réussir à remettre des mots et des applications concrètes sur toutes ces formes de réalité? On a de la VR, on a de la réalité augmentée, on a de la réalité mixte, on a de l'holographie. Comment est-ce qu'on arrive à reconnaître ces petits là-dedans? Alors, en fait, c'est très simple, mais nous, on baigne dedans avec Valentin. Alors, c'est vrai que la réalité virtuelle, c'est quelque chose assez connu depuis longtemps, on va dire, par le grand public, depuis quelques années. On est dans un monde totalement immersif. On est plongé dans un autre monde, on peut aller visiter Mars, par exemple. La réalité augmentée, ça a fait son apparition depuis 2-3 ans, avec notamment Pokémon Go. Je ne sais pas si on a des gens qui ont joué à Pokémon Go, si ça vous parle, mais voilà, c'est en fait un filtre d'informations que je vais regarder à travers un smartphone. La réalité mixte, c'est encore différent. Ça va quelque part englober ces deux mondes. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir en fait le mélange des mondes réels et des mondes virtuels. C'est-à-dire que dans le monde réel, concret qui nous entoure, je vais pouvoir l'enrichir d'éléments virtuels sous la forme d'hologrammes. Et notamment accéder à cette réalité mixte avec HoloLens. Notamment justement sur ce type de casque-là. Mais concrètement, qu'est-ce qui manque justement à certains types de réalité pour réussir à trouver une masse critique? C'est un peu la question qu'on peut opposer souvent à la réalité virtuelle en l'occurrence. C'est quoi le next big thing en matière de réalité virtuelle? Est-ce que c'est un public tout simplement? Parce qu'on comprend très bien comment on peut monétiser sur des applications en B2B, sur des applications de training, de formation par exemple. Mais nous, en matière de création de contenu par exemple, alors qu'on pensait que la VR ce serait un Eldorado incroyable pour l'industrie du film, par exemple, ou l'industrie de la télévision, on se rend compte que pour l'instant, on a quand même un petit peu de mal à trouver des publics à fidéliser sur ce type de support. Ou même le jeu, carrément, il y a un studio qui a jeté l'éponge en disant pour l'instant, c'était pas le moment, c'était pas assez mature. Donc concrètement, on s'en sort comment? Je pense qu'effectivement, on est un peu en avance de phase sur le déploiement de masse et donc sur l'usage au grand public. Les casques restent quand même un prix relativement important, en tout cas pour le grand public. Mais les entreprises, elles, commencent à s'y intéresser de plus en plus. On est sur des phases d'abord de preuve de concept, ensuite de pilote, et maintenant on arrive à industrialiser des solutions. Et je pense que de plus en plus on arrive sur cette émergence, mais c'est effectivement peut-être un peu tôt sur le contenu grand public et l'usage de tous les jours. Les gens ne sont pas prêts à utiliser encore la réalité augmentée dans la rue et dans le salon. Mais typiquement, quand justement Microsoft va plutôt sur de la réalité mixte et utilise plutôt la version hologramme de ces réalités, c'est aussi parce que vous faites un pari stratégique, un pari industriel pour développer un axe et pas s'éparpiller non plus sur d'autres types de réalités. La réalité augmentée, finalement, elle a ceci de plus simple peut-être pour le grand public, qu'elle rentre plus facilement dans l'usage parce qu'on n'a pas d'autres devices à aller chercher. On n'a pas un casque immersif alors ça va être encore différent quand on va revenir sur l'holographie avec HoloLens, mais la réalité augmentée, on utilise directement son smartphone, sa tablette, et on a accès à cette réalité en surimpression. Alors qu'avec d'autres types d'immersion, encore une fois, il faut investir dans un casque et au-delà du casque avec toute la machinerie qui va derrière pour faire tourner le casque. C'est ce que disait Valentin. En fait, si on veut répondre à cette problématique, il y a des contraintes à l'entrée qui sont assez fortes. La première, c'est très simple, c'est le coût d'acquisition. Aujourd'hui, on voit ce coût d'acquisition évoluer. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, acheter un casque de VR, par exemple, et le PC qui va avec pour le faire fonctionner, c'est un PC gamer, c'est un PC du coup avec une grosse carte graphique, etc. C'est un coût très cher. L'enveloppe globale, c'était 2000 €. C'est ça, plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, sur la partie casque VR, on a déjà le coût qui baisse petit à petit. Il y a des casques aujourd'hui qui font un super job pour 200-300 €. On est à 400 € en moyenne. Exactement, et avec des PC dont les caractéristiques techniques ont un petit peu baissé. Et on va vers des casques autonomes aussi avec Oculus par exemple. Exactement. Ensuite, sur la partie réalité augmentée, ce qui est intéressant, c'est que les choses bougent très rapidement. Il y a un an, ARKit, ARCore, qui sont les plateformes de développement en fait, sorties par Google et Apple, n'existaient pas. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui possède un téléphone, on va dire, de dernière génération, a un appareil de réalité augmentée dans sa poche. Par contre, l'étape d'après, c'est d'avoir le bon contenu. Et donc ça aussi, ça prend du temps. Il faut s'appuyer du coup sur un écosystème de créateurs de contenu, jeux vidéo, divertissement, ou dans le monde professionnel des acteurs comme Immersion, pour pouvoir proposer des cas d'usage concrets.
Mais encore aujourd'hui, ça veut dire qu'on envoie les développeurs de ces applications sur réalité virtuelle, sur réalité augmentée ou réalité mixte. Dans quelle direction? Est-ce qu'il y a un avenir pour eux? Parce que, encore une fois, il y a 5 ans, on leur disait allez-y sur la réalité virtuelle, créez, développez, amusez-vous, faites-nous des propositions. Aujourd'hui, on leur dit attendez, peut-être que finalement, le seul business model qu'on a réellement trouvé, encore une fois, il est sur du B2B. Donc, arrêtez tout, reconvertissez-vous. Faites du quantique, pourquoi pas d'ailleurs, commencez à vous former. Et pour aller dans le sens de Marjorie, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un peu une attente de se dire ah, bah super, on va attendre la killer app ou l'application qui fera que ça va donner du sens à tout ça? Je pense que la killer app, elle arrivera, c'est sûr, et les gens de plus en plus arriveront sur la réalité augmentée avec la collaboration, avec ce genre de choses qui va permettre maintenant de nous rassembler autour de la réalité augmentée. Et après ça, l'étape, il va manquer quelque chose. On sera encore sur de la tablette, on sera encore sur du smartphone, sur un écran qui reste 2D pour visualiser du contenu 3D. Et les lunettes, ce besoin des lunettes viendront ensuite. Et je pense que le timing sera bon sur du coût effectivement d'acquisition qui va baisser et sur peut-être le rejet des smartphones sur les jeux 3D, et on va avoir besoin de plus en plus de vivre et d'être immergé littéralement dedans. Dans ce que j'entends, c'est que quand on parle aujourd'hui de réalité virtuelle, par exemple, on montre toujours des gens avec des casques sur le nez, mais en fait la réalité elle va peut-être pas commencer par là, elle va peut-être commencer par un écran de smartphone. Il faut faire une transition. Aujourd'hui on a tous un smartphone, on a tous une montre, et je pense que effectivement il y a une transition à faire là-dessus. On visualise aujourd'hui des contenus 3D sur des écrans. Donc ça peut être la première marche vers autre chose. Bien sûr, oui. Je pense qu'on est aujourd'hui pas prêt à tous acheter des casques qui démarrent aujourd'hui. Ça, il faut que ça prenne la transition, ça c'est sûr. Et les industriels, puisque donc Immersion vend et crée des solutions à destination des entreprises, les industriels l'ont bien compris et ils y arrivent aujourd'hui. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que Microsoft a un positionnement très clair avec l'HoloLens, c'est que c'est un appareil réservé aux professionnels. Oui, on est très clair là-dessus et on préfère réussir la démocratisation de ces technologies-là dans un premier temps auprès des professionnels qui sont sans doute plus matures pour aller vers ce type de technologie-là, qui possèdent déjà un ensemble d'assets de patrimoine en 3D, parce que des hologrammes, c'est de la 3D. Et donc, on veut d'abord réussir avec les professionnels, avant, ensuite, à, on va dire plutôt moyen terme, long terme, envisager ce type de technologie-là pour le grand public. Alors justement, si on va sur les applications, sur l'univers des possibles qu'offre la réalité mixte pour le coup, et encore une fois l'univers des hologrammes, on a vu tout à l'heure ces exemples incroyables en matière de e-santé, en matière de chirurgie, des chirurgiens qui peuvent, en chaussant HoloLens, appeler du doigt avec ce geste très intuitif, ouvrir une image ou aller proposer et demander surtout des conseils à d'autres chirurgiens au bout du monde pour pouvoir savoir comment pratiquer une opération en temps réel ou mieux se former. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre en matière d'application? J'imagine que tout est ouvert. Absolument, ça ouvre beaucoup de cas d'usage et il n'y a pas une entreprise qu'on rencontre où on ne trouve pas un cas d'usage qui serait intéressant, même pour les entreprises qui n'ont pas de 3D, et c'est ça qui est essentiel. Une entreprise dans la finance va avoir besoin de visualiser des données complexes et de plus en plus on en récupère énormément de données, donc il va y avoir ce besoin de structurer la donnée et de la visualiser autrement, c'est ce qu'on disait sur les écrans 2D qui vont au bout d'un moment plus suffire à visualiser toutes ces données. Et puis après, il y a d'autres cas d'usage. Chez les industriels, par exemple, on a ce besoin d'être à l'échelle 1 tout le temps, de pouvoir visualiser. Et encore une fois, un ordinateur ne répond pas à ça. Avec les casques, on va pouvoir collaborer et se retrouver autour d'une même maquette numérique pour pouvoir justement avoir cette vision un peu de l'échelle 1 et se projeter avant même que la voiture, l'avion soit construite. Et il y a ce réel besoin de se projeter à l'échelle 1 qui est important. Et puis après, on a d'autres cas d'usage que va être la formation, par exemple, l'expertise à distance, vous en avez parlé, avoir la compétence au bon endroit, au bon moment. Et toutes ces technologies-là de réalité augmentée nous raccrochent, je trouve, au réel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données numériques, on a beaucoup de réel, et il n'y a que la réalité augmentée qui peut joindre ces deux technologies-là. C'est exactement ça, avec, on va dire, un peu plus de 2 ans de recul. Maintenant que HoloLens est disponible en France depuis 2 ans, on a su, chez Microsoft, on va dire, travailler 4 grands cas d'usage. Le premier, Valentin le rappelait, c'est tout ce qui est autour de la formation, l'apprentissage. Comment, aujourd'hui, on vit dans un environnement 3D, mais on apprend encore à travers un livre, à travers un écran en 2D. À partir du moment où on va apprendre en 3D, le taux de rétention de l'information va être tout de suite plus important et plus efficace. Deuxième gros cas d'usage, maintenance assistée. Comment j'apporte une expertise à distance à quelqu'un qui serait sur le terrain, qui ne sait pas réparer telle voiture ou tel avion et qui va se faire aider d'un collaborateur à distance ou d'un tutoriel dans HoloLens qui va l'aider. Troisième, tout ce qui est autour du design, en fait, la maquette numérique, tu viens d'en parler, Valentin. L'échelle 1, ce dont on parlait. Exactement. Et puis, quatrième et dernier cas d'usage qu'on commence à voir venir petit à petit, c'est comment on peut réinventer l'expérience client avec HoloLens. Comment je pitch différemment
mon produit. On a des exemples ici sur Microsoft Experience avec certains partenaires. Voilà comment je fais une nouvelle façon de faire du showrooming et de présenter, de me différencier par conséquent aussi de la concurrence. Et ces partenaires-là, ces clients-là, ils viennent facilement justement à ces solutions en hologramme et en réalité mixte? Alors, forcément, quand on leur présente ce type de technologie-là, ils sont tous intéressés. Et comme tu le disais très justement, Valentin, le champ des possibles est très très large. Après, on a besoin, Microsoft, de s'appuyer sur un écosystème de partenaires comme Immersion qui viennent guider, accompagner, conseiller ces clients-là dans leurs expériences. Parce que derrière, il y a des contraintes, bien sûr, à prendre en compte. On parlait du patrimoine 3D qui est un élément essentiel. Donc voilà, il y a ce projet-là, mais avec toujours un besoin d'accompagnement, en fait. Moi, j'aimerais revenir sur le point du showrooming, 4e cas d'usage. Pour être un tout petit peu plus précis, ça se présenterait comment? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Après, tu pourras sans doute parler de ce qui est fait chez Alstom. Alors, le premier exemple, c'est ce qui est fait plutôt chez Rémy Martin. C'est une marque de cognac. Et en fait, dans leur magasin, lorsque les personnes rentrent dans le magasin, on va leur proposer une expérience à travers HoloLens où on va leur expliquer comment est distillé le cognac, où est basée la Charente sur la carte de la France, quelles sont les saveurs et les senteurs qu'on peut voir lorsqu'on boit ce type de boisson-là, de façon à ce qu'ils soient complètement immergés dans l'expérience. Comme ils ont le casque sur la tête, on leur propose même un petit verre, ils peuvent boire. Donc je vois la bouteille, je vois le verre, je peux boire et j'ai en même temps une histoire qui m'est racontée ou qui m'est montrée. Ce qui fait que derrière, on est tout de suite plus intégré dans l'expérience, immergé dans l'expérience. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Rémy Martin nous dit qu'ils ont réussi à augmenter en fait leurs ventes dans les magasins où ils ont mis en place cette expérience. Chez Alstom, on a un cas aussi très intéressant. Et oui, parce que le problème se posait de pouvoir montrer toutes les déclinaisons de l'intérieur d'une voiture de train. Donc les différents fauteuils, les différentes configurations, les différentes matières. Et donc ça reste très complexe d'avoir un échantillon de chaque siège. Certains coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc ça reste compliqué de mobiliser toutes ces ressources. Et là, seule la réalité mixte nous permet de réintégrer ces données-là dans l'environnement réel et on arrive à montrer toutes les configurations possibles aux clients, qui était un exercice qui était impossible. Donc, en gros, j'arrive chez Alstom dans leur showroom, il y a des fauteuils de train et je mets les lunettes et là, je peux voir sur la base de ces fauteuils physiques toutes les déclinaisons, les variations possibles qui pourraient être, si je veux, des fauteuils à poids ou à rayures. Et vous avez le choix, vous choisissez vous-même les différentes. Vous pouvez étudier les passages, par exemple, comment rentrent les valises. On continue d'être dans le monde réel, on n'est pas dans la réalité virtuelle par rapport au sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Donc on a cette possibilité de comparer par rapport au réel. Donc j'ai la possibilité de marcher dans l'intérieur de la voiture avant même que les sièges existent, tout simplement. Et on est vraiment sur ce mélange en fait des mondes réels et virtuels en fait qui viennent s'ajouter, d'où la réalité mixte pour rebondir au point. Et on parlait tout à l'heure aussi, évidemment, des attaques qui peuvent être là aussi augmentées grâce à ce type de réalité. Il y a un très joli projet, moi, qui m'a beaucoup plu il y a quelques semaines maintenant, ou quelques mois même, qui s'appelle Holomat, qui a fini par me faire aimer les maths, et oui, je l'avoue, grâce justement à HoloLens, où on peut, grâce aussi au savoir de Cédric Villani, parce qu'il faut aussi que ce soit très incarné, à tous ces propos-là et tous ces propos en réalité augmentée, se balader dans l'histoire des mathématiques, choisir un mathématicien, comprendre justement comment il a réussi à mettre en place tout un nombre de découvertes mathématiques ou de théorèmes. Et ça permet en effet de toucher du doigt cette réalité, ce savoir. C'est exactement ça. Quand j'expliquais qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on comprend bien plus facilement en 3D qu'en 2D, une équation mathématique couchée sur une feuille de papier, ça peut s'avérer parfois compliqué. Alors que comprendre en fait en 3D qu'à la base de tout ça, il y a le mouvement des particules et le mouvement brownien en fait, qui est la base de l'expérience de Cédric Villani, tout de suite ça permet d'avoir une vision différente en fait, de cette information-là. Et du coup, on va se servir d'HoloLens pour réinventer l'apprentissil des mathématiques. Parce que cognitivement parlant, le cerveau est plus à même d'arriver à capter de l'information et de l'appréhender en 3D? Absolument. D'ailleurs, il y a des championnats du monde de la mémoire et la technique pour apprendre et pouvoir apprendre le plus de connaissances possible, c'est ce qu'on appelle les memory palaces, qui sont s'inventer des lieux et stocker de la donnée. Notre corps est littéralement fait. Exactement. Notre corps est littéralement fait pour mémoriser les lieux, la 3D, l'information. Et on va arriver justement à cette fameuse transition où les écrans de 2D ne suffiront pas. Et l'HoloLens nous permet de comprendre. Il y a eu l'exemple dans les mathématiques, il y a l'exemple dans la chimie où on peut mélanger les molécules et mieux comprendre. Et c'est le constat qu'on fait depuis 25 ans à Immersion pour les industriels sur la formation. C'est exactement ça. Ça permet de mieux comprendre la donnée et de se l'approprier surtout. On est en cœur, en immersion autour de la donnée et c'est ce qui nous permet de comprendre.
appropriez-vous la réalité d'une nouvelle manière avec justement une augmentation de cette réalité. On va mixer en effet la surimpression d'une réalité en 3D et puis la réalité réelle. J'ose quand même cette espèce de pléonasme, mais parce qu'à un moment donné, il va falloir réussir à séparer aussi les réalités les unes des autres, même pour nous, esprit humain et humain augmenté. Merci messieurs. Non, je risque qu'on peut demander des applaudissements bien réels par contre pour cette présentation. Absolument. Très très claire.